Donc globalement, juste en quelques mots pour me présenter, donc je suis Olivier Cattera, je suis enseignant-chercheur, je suis professeur permanent dans cette maison depuis 2007. J'ai eu la chance d'avoir la responsabilité du master management technologique et innovation et de lancer une version exécutive avec notre partenaire Segos sur cette offre-là. J'ai eu la chance de gérer aussi le département management technologique et stratégique, qui est le plus gros département de l'école, où il y a 30 professeurs permanents en stratégie, en innovation, en système d'information et en achat. Et j'ai créé avec mes collègues de l'ENSECUB, l'école d'ingénieurs de Grenoble-INP, un master spécialisé en management et marketing de l'énergie, qui était porté par l'écosystème grenoblois et qu'on fait croître aujourd'hui avec les étudiants qui sont dans cette salle notamment. En termes de parcours professionnel, j'ai eu la chance de travailler aux États-Unis pendant mes études, de travailler dans le monde de l'Internet à la fin des années 90. C'était l'époque des startups, des dot-com, des levées de fonds, des IPO. Et puis 2001, après le 11 septembre, le monde de l'Internet s'est retourné. Et j'ai basculé vers le monde de la recherche en rejoignant l'EM Lyon, où j'ai été assistant de recherche. Et c'est là où j'ai pris le virus de la recherche. Et j'ai décidé ensuite de faire un doctorat en sciences de gestion, donc des études universitaires, mais je les ai faites en entreprise. J'ai eu la chance en fait d'avoir un financement de thèse en convention CIFRE. Il y a des scientifiques qui connaissent ces formules où l'État subventionne l'intégration d'un jeune chercheur dans une entreprise. En l'occurrence, c'était Electrabel France, qui était intégré à l'époque dans Suez et qui a donné, suite à la fusion en 2008, GDF Suez. Donc j'ai eu la chance de faire mon master, mon doctorat dans ces conditions. Et après mon doctorat, j'ai eu la chance aussi d'avoir quelques clients que j'ai pu accompagner en tant que consultant indépendant dans le secteur de l'énergie. Et c'est à cette période-là où j'ai basculé à Grenoble École de Management sur le master MTI, puis les autres activités que j'ai décrites plus haut. Donc j'ai fait des études de sciences politiques, de commerce, de stratégie et le doctorat que j'ai fait sur le secteur de l'énergie, qui est disponible en ligne. Donc n'hésitez pas à taper Cattera Énergie, vous téléchargerez ma thèse qui est un peu aride à lire, mais il y a des choses intéressantes pour ceux que ça intéresse. Donc ici, cette conférence un peu introductive sur le management de la technologie et de l'innovation, elle est liée au master MTI, qui est un des fers de lance de cette école, mais aussi globalement de toute cette culture qui rejaillit dans l'institution sur cette proximité du management et de la technologie, puisque Grenoble est une place un peu particulière. Alors je ne vais pas parler que de Grenoble, puisque je vais parler d'autres approches très internationales, mais je ferai un focus à la fin sur l'écosystème grenoblois, qui est un peu particulier et que vous allez découvrir, pour certains, durant votre année et demie ici. Donc, pourquoi parler de la technologie et de l'innovation? Parce que, vous le savez, c'est aujourd'hui un sens commun de dire que c'est ce qui pousse à la transformation des entreprises aujourd'hui. Le monde, le schéma de pensée des entreprises a été poussé au sortir de la guerre par des opportunités de croissance majeures, à l'international notamment, avec un marché de masse, l'augmentation des volumes, les effets de série. Ces 30 glorieuses, elles étaient propices à une planification stratégique, une tranquillité stratégique parce que les marchés étaient ouverts, en croissance et avec la possibilité de gérer ces investissements. Et il y a eu un changement dans les années 70 avec une mondialisation plus accélérée, avec les effets d'apparition déjà de certaines technologies de communication, de facilité des transports, qui a été cette première phase aussi de globalisation des marchés. Et le virage s'est fait à la fin des années 80 avec une nécessité d'avoir une approche marketing plus marquée, plus poussée, pour comprendre comment on adressait des marchés qui commençaient à être saturés, des problématiques de concurrence exacerbée. Et donc l'innovation commençait à devenir une priorité pour pouvoir renouveler ses offres, moderniser ses gammes et puis aller chercher des nouveaux marchés un peu plus lointains. Depuis les années 2000, on considère qu'on est dans une phase d'innovation intensive parce que la compétitivité des firmes et d'un pays derrière, et donc des emplois qui y sont associés, passe par cette capacité à créer les marchés de demain, à associer les savoirs des technologies et les attentes des consommateurs et pousser toujours plus loin cette capacité qu'ont les entreprises à se transformer,
à adapter leur organisation aux nouvelles contraintes internationales. Exemple pour illustrer mes propos, le marché de l'électronique grand public, donc, que vous connaissez tous, ce qu'on appelle les produits bruns, la télécouleur, le magnétoscope et aujourd'hui vos équipements. On en parlera sûrement sur les terminaux, les smartphones. Le temps d'accès et de développement de ces technologies. Donc on voit en fait que pour atteindre le seuil de 10 millions de postes de la télé noir et blanc, il a fallu attendre plus de 20 ans pour voir ce marché croître. Aujourd'hui, sur les nouvelles technologies, GSM, mais aussi 3G, voire 4e génération, l'accès à un marché de millions d'unités se fait en quelques mois. On est dans une phase où la diffusion de cette technologie, elle est quasi immédiate aujourd'hui. On peut lancer un produit en Chine et puis qu'il soit présent sur les marchés internationaux quelques semaines plus tard. Donc ce monde s'est accéléré. Certains auteurs comme Richard Daveny ont parlé d'hyper-compétition, d'hyper-concurrence, parce qu'on est dans des phases d'accélération de l'offre, accélération des développements, avec une course effrénée au lancement de nouveaux produits et de nouveaux services. Exemple aussi sur le marché de l'automobile. Les nouveaux véhicules sont lancés à des fréquences de plus en plus importantes. Un projet tous les 4 ans au sortir de la guerre, un projet tous les 2 ans dans les années 60, un projet par an, et aujourd'hui on est à 8, voire plus projets par an. Alors il y a eu des transformations, les systèmes modulaires, les équipementiers qui se sont concentrés, donc il y a eu aussi des transformations dans l'industrie en amont pour pouvoir sortir ces nouveaux véhicules, mais on est dans une phase d'accélération des lancements de produits et services. Ces petits éléments d'introduction pour vraiment vous sensibiliser au fait que le monde de demain et les offres que vous allez vous développer, ils vont s'adresser à des marchés souvent internationalisés, mondiaux, et ils vont avoir des capacités de diffusion qui seront exacerbées parce qu'aujourd'hui, lancer un nouveau produit se fait facilement et rapidement. Donc je vais axer ma présentation autour de 3 grands thèmes. Définir plus précisément ce que c'est que le MTI, le management de la technologie et de l'innovation, qui sont les grands auteurs et les grands enjeux du MTI, et finir sur ce focus grenoblois, l'écosystème si particulier qui permet de donner une vision encastrée, enracinée de ces concepts. Le management de la technologie et de l'innovation est au cœur de la compétitivité des firmes, mais pas seulement des entreprises high-tech. Et on va voir en fait que le management de la technologie et surtout l'innovation, c'est une approche qui est vraiment transverse à la vie des organisations et pas seulement des entreprises technologiques, même si c'est elles qui sont d'abord moteurs de ces transformations. Alors juste une petite définition, science et technologie sont des concepts que vous connaissez pour ceux qui ont fait des études scientifiques de sciences dures. La science, c'est la connaissance relative à des phénomènes obéissant à des lois et vérifiés par des méthodes expérimentales. La technologie, c'est un ensemble de connaissances scientifiques et techniques dans un domaine qui va être analysé en fonction des fonctions et de la performance, et puis qui va permettre le développement, la fabrication d'installations. Donc, une approche globale pour la science, une approche plus appliquée du concept de technologie. Pourquoi passer par ces définitions? Pour montrer qu'on va associer ces concepts à des nouveaux vocabulaires que vous allez découvrir ici dans une business school, qui sont des concepts aux frontières parfois floues. Et on va justement essayer de préciser ces frontières. Alors, vous avez entendu parler de management, gestion, on dit parfois, management, technologie, innovation, stratégie, technique, R&D, alliance. Donc tous ces concepts, aujourd'hui, vous allez les pratiquer dans vos approches, en achat, en innovation, dans le monde des biotechnologies ou le monde de l'énergie. Et on va essayer de clarifier un peu les rôles de ces concepts dans ce savoir qui est le MTI. Donc ces concepts, ils sont liés quand on s'intéresse au management de la technologie et de l'innovation, avec un croisement de phénomènes distincts ici. L'invention. L'invention, c'est cette faculté de créer un concept ou une idée nouvelle. On va la distinguer de l'innovation, mais l'invention, c'est le travail du chercheur en laboratoire ou du bricoleur aussi qui peut générer des nouvelles idées
et créer des nouveaux concepts. On va parler de découverte scientifique et technique si elle est organisée avec un processus rigoureux de vérification, de fiabilité, et qui permet de faire progresser les connaissances. Donc on est déjà sur un phénomène un peu plus précis. Et lorsqu'on va parler d'activités économiques ou scientifiques organisées par des entreprises ou des laboratoires publics, on va parler d'activités de recherche et de développement qui sont des activités orientées pour faire sortir des nouveaux produits ou des nouveaux services. Donc si on reprend le concept de science, de technologie, et on l'applique au monde de l'économie, on va voir qu'on a 3 domaines distincts avec des activités spécifiques. Pour la science, la vocation du domaine scientifique, c'est de développer de la recherche fondamentale et les résultats des découvertes scientifiques avec comme indicateur la publication notamment. C'est un des indicateurs de référence pour évaluer la capacité qu'a une organisation à produire de la connaissance. Sur le volet technologie, donc un peu plus appliqué, on trouve une recherche non plus fondamentale mais appliquée. Et là, on va partir sur l'invention, donc cette capacité à générer des idées nouvelles. Et l'indicateur va être le brevet, pas systématiquement, mais c'est un des indicateurs récurrents que vous connaissez pour évaluer la performance d'une activité de R&D. Si on parle maintenant business, donc le volet d'impact sur l'économie ou la société, on va parler de développement industriel et commercial, ce pourquoi vous êtes là dans une business school, s'intéresser à la croissance d'une activité. Et les indicateurs, le concept de résultat, c'est l'innovation. Donc on voit une gradation entre la génération de connaissances, une connaissance appliquée à des technologies ou des techniques qui va être l'invention. Et si elle vise un marché, si elle vise une croissance économique, on va parler d'innovation. Donc c'est une invention qui aurait trouvé son marché, l'innovation. Et les indicateurs, ça va être le chiffre d'affaires, les profits, les emplois. Donc on voit que c'est lié, puisque c'est assez poreux comme concept, mais on a une gradation avec une finalisation vers ce qui fait la croissance d'une économie, les emplois, la croissance, l'investissement et le chiffre d'affaires comme autre indicateur. Donc, des croisements, des connexions entre ces concepts, l'invention, une idée pas nécessairement en usage, pas nécessairement appliquée, l'innovation. Donc là, on est sur une invention appliquée qui a trouvé un marché, alors que le brevet, lui, peut être à la frontière des deux, à la fois le résultat d'inventions, mais qui n'auraient pas trouvé leur marché, mais aussi une innovation technologique qui est protégée par un brevet et qui est là un marché très actif parce que ouvert à une compétition aussi beaucoup plus forte et beaucoup plus internationale. Alors un petit aparté, parce que toutes les innovations ne sont pas brevetables, il y a beaucoup d'innovations organisationnelles ou marketing qui ne sont pas des brevets technologiques et qui sont aussi vecteurs de croissance et de transformation des organisations. Donc on a vu le lien entre les concepts de science, de technologie, la différence entre invention et innovation. Quelques citations pour vous éclairer. Joseph Alois Schumpeter, un des papes de l'innovation, de l'entrepreneuriat, l'innovation est assimilable à une forme de destruction créatrice. Vous connaissez cette citation, c'est l'entrepreneur qui saisit une opportunité entrepreneuriale et va transformer cette connaissance ou cette vision en activité. Et l'invention appliquée à une activité commerciale devient cette innovation et va détruire les activités en place en les supplantant, en les dominant. Donc l'innovation est la mise en application originale et réussie d'un concept, d'une découverte ou d'une invention porteuse de progrès. Donc on est vraiment dans cette logique où l'invention, pour devenir innovation, a besoin de trouver son marché, a besoin de se réaliser. Si on reste dans les activités de R&D, sans vocation commerciale, on va parler d'invention, mais pas d'innovation. Donc, déjà approcher ce concept d'innovation qui est au cœur aujourd'hui des priorités de l'Europe, de la France, mais aussi des territoires, puisque c'est ce relais qui va nous permettre de transformer un peu les offres établies. Alors, au-delà de l'approche conceptuelle de l'innovation,
je voulais vous proposer une illustration avec une sorte de typologie de concept innovation produit, innovation procédé. Il y en a d'autres qui suivront, mais je commence par l'innovation produit. C'est celle que vous connaissez naturellement, le plus facilement possible. Quand vous pensez, on vous parle là, est-ce que vous êtes au courant de quelles sont les dernières innovations? On parle souvent de technologie, traditionnellement. Et on va penser à la conception, phase d'analyse, de développement, et puis de mise sur le marché d'un nouveau produit. Exemple d'innovation produit, les premiers photocopieurs Xerox ou le post-it de 3M. Donc, ils peuvent être issus de recherches organisées, formalisées, ou de recherches un peu plus intuitives de chercheurs ou de gens du marketing qui vont analyser les fonctionnalités d'un produit et puis essayer de voir s'il y a un marché en face, essayer de lancer ce produit sur le marché. C'est le plus traditionnel, hein, l'innovation produit, on connaît tous ce process. L'innovation de procédé, c'est un changement dans la façon de produire ou de commercialiser un produit ou un service. Donc ça, c'est lié déjà à une maturité en termes d'organisation, de management, où on va organiser différemment une façon de fonctionner pour gagner en économie soit de matériaux, soit une économie de temps, soit avoir une qualité de service client plus importante. Donc le découpe au laser, à la demande, la conception de produits en kit type IKEA sont des innovations connues dans le monde de l'industrie pour pouvoir changer une façon de développer un produit ou un service. Donc une innovation de produit, on a un livrable physique. Une innovation de procédé, le produit pourrait être le même, mais il a été conçu, développé, distribué de manière différente. L'innovation organisationnelle, alors on pourrait considérer que c'est proche de l'innovation de procédé, mais le procédé, c'est la façon dont on gère les flux de production. L'innovation organisationnelle, c'est une façon de travailler différemment, pas seulement les flux de marchandises, mais aussi les flux de connaissances et la façon dont on va être en relation avec ses clients. Exemple, quand le groupe BNP Paribas a lancé la banque directe, c'était une innovation organisationnelle parce que le métier de la banque restait le même, sauf que le contact client était différent, pas d'agence, un service hotline et puis des services de données sur Internet. À l'époque, c'était le Minitel. Donc, une organisation des coûts différente, mais aussi des prestations qui restaient les mêmes, de services bancaires, de comptes, de chèques, de crédits. Donc on est dans une phase où là l'innovation est liée à la façon dont l'entreprise s'organise, surtout dans le service. Il y a eu beaucoup d'innovations, de modèles low cost notamment, qui sont apparus dans cette catégorie. Innovation produit, innovation de procédé, innovation organisationnelle. Donc c'était une première typologie d'innovation. Pour que vous ayez en tête, quand on parle d'innovation, vous sortez votre réflexion en disant « Attention, de quoi on parle ?» Donc il y a besoin de catégoriser un petit peu ces concepts. Le concept suivant, du moins la typologie suivante, c'est entre radical et incrémental. Alors, ça ne vous parle peut-être pas aujourd'hui, mais vous allez voir que c'est une distinction, une spécialisation majeure aujourd'hui dans le flux d'innovations qui sont en cours sur le marché. L'innovation radicale, qu'on appelle aussi innovation de rupture, elle modifie profondément les références habituelles d'un produit ou d'un service. Donc les innovations radicales, c'est une rupture majeure. On change les règles du jeu. Souvent, une technologie pousse une nouvelle façon de fonctionner, des nouvelles références, et souvent les opérateurs en place disparaissent ou ont beaucoup de mal à s'adapter. On vit actuellement des choix de rupture dans la motorisation, le véhicule électrique, les modes de transport par véhicule électrique sont potentiellement une rupture radicale si le marché se transforme. Alors on est encore en phase d'expérimentation, de test pour savoir si le potentiel va se réaliser,
Mais manifestement, à cause des contraintes d'émission de CO2 et puis d'organisation des nouveaux modes de déplacement, il y a une rupture qui pourrait apparaître. Quel est l'autre exemple d'innovation radicale que vous connaissez qui sont traditionnellement proposées? Exactement. La photographie numérique, Kodak en est malheureusement un exemple connu. Une technologie numérique qui remplace une technologie ancienne, où au moins les capacités sont plus les mêmes de fonctionnalité, de mobilité, et les opérateurs en place sont balayés. Alors Fuji s'en est encore un petit peu mieux sorti que Kodak, mais on voit une transformation majeure et des nouveaux usages complètement différents avec le numérique. Donc analogique numérique, pour la musique aussi, c'est pareil, hein, des transformations radicales. L'innovation incrémentale, cette fois-ci, c'est l'innovation qu'on fait presque tous les jours. Dès qu'on a une culture un petit peu du changement, on sait gérer dans l'industrie des innovations incrémentales. Une innovation incrémentale, c'est une amélioration progressive des références, production, prestation ou coût, et une adaptation progressive de l'activité. Donc amélioration des rendements, amélioration de la performance de moteur, par exemple. Je vais transformer un matériau ou une organisation de mes flux et je vais avoir une meilleure performance. Donc l'innovation incrémentale, c'est la plus facile à faire. On met un peu un ingénieur, une équipe marketing, on voit si ça marche et on sait conduire ce changement-là. Après, la question, ça va être comment va se comporter la compétition, les concurrents. Est-ce qu'ils vont mettre encore plus de moyens pour transformer les offres et donc accélérer ce flux d'innovation incrémentale. Alors un petit jeu, on a une typologie où on retrouve les deux concepts que je viens de vous présenter, innovation incrémentale et innovation radicale. Dans cette matrice qui est issue de Markides et Jerosky, Fast Second, comment les seconds qui sont plus rapides peuvent prendre la place sur les leaders. C'était une approche aussi originale en management de l'innovation, puisqu'on dit souvent qu'il y a un avantage au premier entrant, first mover advantage, l'avantage du premier entrant, mais parfois le second, le suiveur, s'il est plus subtil et plus intelligent, peut surpasser le premier entrant. Et donc ils ont proposé une typologie sur deux axes. Impact de l'innovation sur les habitudes et les comportements des consommateurs. Est-ce que l'innovation proposée a un impact majeur sur les habitudes ou un impact mineur? OK? Premier axe. Deuxième axe, impact de l'innovation sur les compétences et les actifs des firmes établies. Donc là, on est sur un focus organisationnel, l'entreprise en place ou les acteurs du marché. Est-ce que l'innovation va renforcer leurs compétences ou au contraire les détruire? OK? Donc on va chercher à placer certaines innovations dans ce tableau pour voir si l'impact sur le client consommateur est majeur ou mineur. Si c'est majeur, ça donne une innovation majeure quand l'activité renforce les leaders. Mais si elle détruit les actifs des opérateurs en place, on va parler d'innovation radicale puisqu'ils vont être balayés par une innovation qui change les habitudes des consommateurs mais aussi change les firmes en place. À l'inverse, à l'opposé, si je suis dans une innovation qui a un impact mineur sur les habitudes et qui renforce les acteurs en place, je suis sur l'innovation incrémentale. Et si elle est mineure mais elle détruit les actifs en place, les acteurs en place, on va parler d'innovation stratégique. Donc cette typologie, elle affine un petit peu le concept d'innovation incrémentale ou innovation radicale et elle permet de préciser une grille d'analyse à la fois pour les firmes, est-ce qu'elles sont renforcées ou est-ce qu'elles sont fragilisées, et pour les clients, est-ce qu'ils sont perturbés ou est-ce qu'ils sont juste accompagnés. Alors je vous demande de réfléchir à un petit test. Une télévision à cristaux liquides. Quel est le type d'innovation proposée par une TV à cristaux liquides? L'ABS, le système de freinage pour une voiture qui serait équipée d'un ABS. Comment vous caractériseriez ce type d'innovation? Donc on a proposé la télé LCD, innovation stratégique, l'ABS en innovation incrémentale, le téléphone portable.
Radical. Pourquoi? Donc le téléphone portable, ça a transformé nos habitudes de consommation, de la téléphonie, de la mobilité, de la prise de rendez-vous, de la façon de faire du commerce, de se déplacer. Et en plus, pour les opérateurs en place, passer du filaire au sans fil, c'était un changement de technologie, des nouvelles normes, des nouvelles capacités pour le stockage, pour la miniaturisation. Et tout l'écosystème grenoblois vit aussi de ça, hein. Les fabricants comme ST et derrière Soitec, ST Ericsson sont des acteurs qui vivent grâce à ces innovations technologiques qu'on peut classifier d'innovation radicale. Donc il reste la banque à distance en innovation majeure parce que la plupart des clients ont vraiment eu des nouvelles façons de gérer leur banque par les services de télématique puis d'Internet. Alors certes au début certains ont eu du mal à s'adapter, mais globalement les opérateurs en place, les grands banquiers ont réussi à ajouter une agence virtuelle et réussir à adresser des nouvelles offres pour ce segment. Donc on voit, c'est pas toujours facile hein, de raisonner, de classifier certains exemples, mais on comprend qu'au-delà d'innovation radicale ou d'innovation incrémentale, il peut y avoir des subtilités, et c'est bien de penser quand on analyse une innovation, quel est l'impact pour le consommateur, mais aussi quel est l'impact organisationnel pour les acteurs de la filière qui doivent s'adapter. Donc après ce petit panorama conceptuel de définition de l'invention, de l'innovation, on va essayer de positionner ce concept de MTI, de management de la technologie et de l'innovation, dans ces univers de recherche, de R&D. Si on parle de management, après on peut parler de sciences de gestion, on va avoir trois strates qui s'imbriquent les unes dans les autres. Le cœur de ce qu'on pourrait imaginer comme management de l'innovation, on pourrait penser d'abord au management de la R&D. Comment on gère des chercheurs? Comment on gère un laboratoire? Il y a des compétences spécifiques qui ne sont pas celles nécessairement d'un chercheur. Il y a des compétences de gestionnaire pour pouvoir gérer des budgets, gérer des hommes, gérer des projets. Quand on gère la technologie, on élargit déjà un peu le scope. On va gérer les connaissances, on va gérer les brevets, on va gérer des partenariats externes aussi pour pouvoir accélérer certains développements. Et si on élargit encore plus le management de la technologie, on a un spectre beaucoup plus large parce qu'on va y intégrer du marketing, on va y intégrer de la stratégie, on va y intégrer des connaissances juridiques. Donc on est vraiment sur une vision beaucoup plus élargie de ces pratiques managériales et c'est ce que vous allez aussi découvrir dans ces formations spécialisées dédiées au management de la technologie et de l'innovation. Donc pour proposer un cadrage intégratif, le management de la technologie et de l'innovation, il est en cohérence avec la stratégie de l'entreprise. Donc on est vraiment sur une fonction business, de management, qui consiste à mettre en place les moyens, les ressources humaines et financières, les processus, la gestion de projet, l'organisation des flux, et les routines. Comment on met en place certaines habitudes de veille, d'échange d'informations, d'organisation des équipes pour pouvoir capitaliser les énergies des inventeurs, des ingénieurs, donc ceux qui ont les idées. Il faut le stimuler, c'est le management de la R&D, mais il faut aller au-dessus, faire évoluer ce qu'on appelle un patrimoine technologique. Donc c'est une vocation qui intègre le brevet et ses stratégies de valorisation, mais orienté vers le business, orienté vers la concurrence, vers la compétitivité plutôt, parce que ce savoir et ces méthodes, elles visent à acquérir un avantage concurrentiel. Et dès qu'on parle d'avantage concurrentiel, on parle de stratégie d'entreprise. La quête d'un avantage compétitif, d'un avantage concurrentiel durable et défendable, c'est une des définitions de la stratégie. Donc on voit qu'on a fait un saut du monde de la science, des technologies, vers le monde du management. Et c'est ce dialogue entre ces mondes, ces disciplines, qui fait qu'on a un corpus, un ensemble de connaissances, de méthodes un peu uniques, basées sur des pratiques, des études, des tests, pour pouvoir piloter l'innovation. Donc, on a posé les grands concepts, les définitions.
Donc vous sauriez définir la différence entre invention et innovation et essayer de voir comment ce concept de MTI est intégratif par rapport à des apports plus connus de recherche scientifique, de R&D. On intègre vraiment le volet business. Quelques auteurs que vous pourrez utiliser dans les soirées en ville pour rayonner un petit peu sur votre culture de businessman, qui ont jalonné un petit peu les grands concepts du management, de la technologie et de l'innovation. On dira « Ah, vous êtes passé par Grenoble Economic Management, vous avez des bons basiques. » Christensen, Clayton Christensen, qui est un chercheur universitaire américain, qui a proposé une formalisation de l'innovation de rupture, de l'innovation radicale. C'est un des premiers à avoir vraiment caractérisé les pratiques d'innovation incrémentale, comment on fait évoluer un produit petit à petit, et comment on s'adapte à une innovation de rupture, disruptive innovation, qui est un changement des règles du jeu. Et la difficulté, c'est de gérer cette recherche et cette innovation radicale. Est-ce qu'on peut vraiment la piloter? Comment on met en place des organisations spécifiques pour pouvoir gérer ces innovations radicales? On va voir d'autres concepts de stimulation de la créativité, d'ouverture de l'entreprise pour accéder à des nouveaux concepts, mais aussi d'expérimentation. Parce que, on l'a vu et on l'a constaté, lorsqu'une innovation radicale apparaît, elle redéfinit les règles du jeu et change la donne et peut détruire les positions des opérateurs dominants. Donc il y a à la fois cette volonté de stimuler les innovations radicales, parce que c'est une source de domination temporelle ou spatiale majeure, mais c'est aussi un risque de fragilisation majeure aussi de ces opérations. Donc c'est ce dilemme de gérer à la fois l'innovation radicale, comment la stimuler, mais aussi risquer de perdre ses positions sur le marché. Donc je vous invite à lire ses écrits. Il reste très actif et sort encore régulièrement des ouvrages. Et c'est aujourd'hui un des papes de la stratégie et du management de l'innovation. Autre auteur assez médiatique, Geoffrey Moore. Alors ce n'est pas la loi de Moore dans les microprocesseurs que vous connaissez sur l'augmentation des capacités d'un microprocesseur. Là, c'est une démarche de marketing de l'innovation, de marketing industriel pour produits innovants, qui s'appelle Crossing the Chasm. Comment on passe le gouffre? Parce que Geoffrey Moore a constaté que sur le lancement de produits technologiquement innovants, il y a une phase majeure qui est la phase des early adopters. Comment on passe ce gouffre qui est un risque d'arrêt net d'une innovation si elle ne trouve pas ses relais de croissance. Et il y a tout un travail spécifique au marketing de l'innovation pour tester un produit innovant, pour le référencer, pour l'accompagner vers les premiers clients qui vont transformer une idée testée sur un marché en succès commercial. Et donc, il a étudié les comportements des consommateurs de produits innovants, donc ceux qui sont très ouverts à l'innovation, les geeks en gros, et puis ceux qui vont suivre plus tardivement l'arrivée de nouveaux produits, de nouvelles solutions. Et là, une des conclusions volontairement caricaturales, c'est de dire il faut s'intéresser à des niches pour pouvoir tester un produit, un concept, et s'il y a transformation, on va pouvoir élargir le périmètre et pouvoir adresser plus largement des nouveaux marchés avec des références, avec un amorçage d'une chaîne industrielle ou d'un réseau de distribution pour pouvoir après viser la masse, le marché de masse, qui sera là des enjeux industriels de production beaucoup plus conséquents. Dernier, du moins pas dernier, un des grands piliers aussi de la pensée en management de l'innovation, c'est Henry Chesbrough, qui est prof à Berkeley, qui est le père de l'innovation ouverte, Open Innovation. Donc il a fait fortune en lançant ces concepts, en étudiant comment certains centres de R&D ont développé des nouvelles façons d'innover, de stimuler l'innovation. Et l'innovation ouverte, ou Open Innovation, c'est l'ouverture d'une entreprise à l'ensemble de ses partenaires. Donc on va parler de chaîne de valeur quand on s'intéresse à mes fournisseurs ou à mes clients, mais aussi à mon réseau de valeur, à mon réseau de partenaires qui vont m'aider pour stimuler ma créativité, mon innovation. Donc Open Innovation, Open Business Model Innovation,
comment on transforme le modèle économique de l'entreprise. Et son dernier ouvrage, qu'il est venu dédicacer à Grenoble il y a quelques mois, et j'ai eu la chance d'échanger avec lui sur son ouvrage, c'est Open Service Innovation, puisqu'il considère que le monde des services est aujourd'hui l'univers où les innovations ouvertes vont se développer de manière radicale. Donc ce ne sera plus une innovation technologiquement poussée, techno-push, mais on va parler de market pool tiré par le marché. Et dans ce cas-là, les activités de service deviennent essentielles pour adapter les technologies disponibles et les reconfigurer pour pouvoir répondre à des nouvelles attentes et des nouveaux marchés. Donc si vous vous intéressez aussi à l'innovation, pensez service, puisque à côté d'une innovation technologique, il faut penser à tous les services qui vont faire le succès de cette innovation. Donc globalement, l'approche de l'innovation ouverte, par opposition à l'innovation fermée, qui est celle des laboratoires clos, sécurisés, c'est ouvrir l'entreprise, ouvrir les idées pour les faire sortir, mais aussi en faire rentrer d'autres. Alors c'est schématisé autour de ce qu'on appelle le tunnel ou le pipeline de l'innovation, avec donc un entonnoir qui serait les phases de créativité, de détection des idées, celles propres à l'entreprise, mais aussi celles extérieures à l'entreprise. Je vais aller trouver des idées ailleurs par le crowdsourcing, la fourniture par la masse. Je vais ouvrir un forum, un blog et recueillir des idées qui vont alimenter mon processus d'innovation. Et puis je vais poser des jalons, une sélection de projets pour faire mûrir les projets d'innovation et en faire sortir. Donc je vais vendre un brevet ou une nouvelle méthode à un acteur extérieur. Donc je vais monétiser ma recherche. Et alors ça peut être un brevet, ça peut être une licence, ça peut être une joint venture, une entreprise conjointe. Mais je vais aussi pousser en interne certaines technologies plus mûres, plus abouties, que je vais aussi acheter à l'extérieur. Donc il y a des mouvements entrants, des mouvements sortants. Et le but, c'est quand même d'accélérer cette phase d'innovation. Et puis au final, des choses qui n'auraient pas eu une valeur chez moi vont pouvoir être valorisées ailleurs et donc source de création de nouveaux marchés, nouveaux contenus chez mes concurrents ou chez mes partenaires ou à l'étranger. Donc une accélération du process, et c'est ce concept d'innovation ouverte. Alors il faut bien sûr protéger sa technologie, protéger ses savoirs. On n'y va pas avec la fleur au fusil parce qu'on peut se faire piller, se faire fragiliser dans ces processus. Quatrième concept, après Christensen, après Moore et puis Chesbrough, c'est Kim et Mauborgne. Les stratégies océan bleu. Alors vous en avez peut-être entendu parler, ça commence à devenir beaucoup plus visible et autres, mais ça reste une approche originale et stimulante intellectuellement, où ils proposent de revoir l'innovation par une réinventation des modèles économiques. Business model, c'est un mot, un buzzword comme on dit, un mot qui fait du buzz. Le business model ou le modèle économique, qu'est-ce que c'est concrètement? Un modèle économique, c'est trois éléments constituants, une offre ou proposition de valeur. Qu'est-ce que je propose à mes clients et pourquoi ils sont prêts à payer pour ça? Quelle est la proposition de valeur? Quelle est la concentration d'intérêt que je fais? Ça va permettre de générer des revenus. Face à cela, comment j'organise cette production, soit seul, soit avec des partenaires? Donc on va parler d'architecture, de chaîne ou de réseau de valeur. Donc on voit que je travaille avec mes clients, mes fournisseurs ou mes partenaires pour pouvoir proposer mon produit ou mon service. Donc ça va engendrer des coûts et de l'immobilisation de capital. Et derrière, je réfléchis à l'équation économique. Est-ce que ma proposition de valeur associée à l'architecture va permettre de dégager des revenus? Et je vais voir si je vends, si je loue, comment je mets en place cette équation pour pouvoir assurer un modèle de revenu, donc une rémunération des gains dans le temps. Donc, trois piliers. Pardon? Alors, j'y viens. Il propose donc de réinventer un modèle économique, le concept de modèle économique, autour de ce qu'ils appellent la stratégie océan bleu. Alors, océan bleu, c'est par opposition à l'océan rouge. L'océan rouge, c'est le marché concurrentiel, où je suis en face de mes concurrents, j'ai de l'agressivité, et on cherche à combattre pour gagner des parts de marché ou un peu de rentabilité. C'est l'océan rouge. L'océan bleu, c'est un marché nouveau, un marché où je surpasse mes concurrents, où je suis seul,
un océan bleu, c'est un marché où je suis leader parce que j'ai réinventé mon marché. Comment on arrive à un océan bleu? Il propose une double démarche, se concentrer sur la valeur perçue par le client. Qu'est-ce que mon client attend? Donc je dois vraiment réfléchir à ses attentes et comment je peux créer de la valeur, mais aussi transformer l'interne pour réduire les coûts. L'exemple le plus connu, c'est le chapitre introductif de l'ouvrage Océan Bleu, c'est le Cirque du Soleil. Alors vous connaissez tous maintenant le Cirque du Soleil. Est-ce que c'est du cirque? On peut se poser la question. N'empêche, ça a réinventé l'industrie du cirque en proposant un spectacle ludique sous un chapiteau avec les standards parfois du cirque, de l'acrobatie, du clown, mais une réduction des coûts drastiques, plus d'animaux, parce que la ménagerie ça coûtait extrêmement cher, des spectacles qui tournent. Je n'ai pas une troupe avec des stars qui pourraient avoir leurs caprices, donc je gère mes ressources humaines de manière beaucoup plus contrainte et j'ai des nouveaux modèles de revenus. Je vends un DVD, j'ai de la restauration complémentaire, j'ai une nouvelle cible aussi, puisque ce n'est plus les jeunes enfants qui vont au cirque, c'est les parents, pour voir un spectacle de danse théâtralisé, et où ils sont prêts à mettre plus cher. Donc je fais monter le ticket, donc je génère plus de revenus, j'ai des revenus complémentaires, et je réduis les coûts de l'autre côté, en essayant de réinventer mon business. Et donc il y a plusieurs exemples de stratégies Océan Bleu, comment j'analyse un marché, et je vais essayer de voir si je peux le transformer. Les suites hôtels, les résides hôtels, tous ces hôtels où on n'a plus de restaurants, parce que ça coûte cher, ça demande du personnel, mais des chambres plus grandes, des locations potentiellement de longue durée. C'est un concept d'Océan Bleu aussi, qui a révolutionné un peu l'hôtellerie avec le changement des standards. Les chambres sont beaucoup plus grandes, il y a une kitchenette, et ça correspondait aussi à l'augmentation de la mobilité de certains cadres, notamment des cadres féminins qui n'avaient pas envie d'aller manger le soir au restaurant et qui ont envie d'un confort. Donc on peut analyser un marché avec des besoins et y répondre de manière différente pour créer un océan bleu. Donc retenez ces auteurs, ça vaut le coup de creuser, quelques lectures et puis les bouquins qui sont vraiment intéressants pour alimenter votre réflexion. Alors pour conclure, sur un encastrement en fait, de ces concepts dans notre environnement, je vais vous parler de l'écosystème grenoblois qui vit et qui fait vivre aussi ces concepts de management de la technologie et de l'innovation. Alors dans les grands auteurs aussi, j'en rajoute un, mais ce n'est pas un pape de l'innovation, c'est plutôt le pape de la stratégie, c'est Michael Porter, qui est professeur à Harvard et qui a proposé une analyse de la compétitivité des nations et des territoires, et il a remis en exergue le concept de cluster ou de district industriel qui avait déjà été étudié par Marshall ou Beccatini. Et Porter a proposé une analyse stratégique de la compétitivité des territoires en proposant son diamant, le diamant de Porter, qui rassemble 4 éléments qui favorisent la compétitivité d'un territoire. Et aujourd'hui, vous le savez, hein, l'Europe se cherche un avenir. La stratégie de Lisbonne devait définir la zone euro et l'Europe comme le territoire le plus compétitif. Et on essaye de mettre en place des politiques publiques, industrielles, pour stimuler la compétitivité, pour rester dans la course et voire prendre le leadership. Donc les 4 éléments, c'est un environnement politique, législatif et économique sain et stable, parce qu'il faut de la visibilité, de la stabilité, des ressources spécialisées de qualité, une main-d'œuvre, des infrastructures, un marché local de qualité, des consommateurs exigeants aussi pour pouvoir tester et adapter ces produits, et puis un écosystème des fournisseurs et des industries connexes riches et disponibles. Et donc, quand on associe ces éléments, on voit qu'il y a certains territoires qui rassemblent ces éléments et qui vont surpasser d'autres par ces caractéristiques. Et surtout, quand il y a un rassemblement d'acteurs sur une même offre ou une même industrie, on va parler de clusters ou de groupements d'entreprises qui vont partager un domaine de compétences proche ou géographiquement ou technologiquement et qui vont être reliés entre elles. Donc, c'est un regroupement et on sait que les regroupements stimulent une capacité à être plus compétitif parce qu'il y a une rivalité interne, la circulation de l'information. Et on a vu que certains territoires avaient réussi à gagner dans la compétition internationale par cette capacité à se regrouper.
En France, les pôles de compétitivité sont le résultat aussi de cette philosophie, j'y reviendrai. Alors ici, sur le territoire isérois ou rhône-alpin, on a ce concept de Giant, Grenoble, Innovation for Advanced and New Technology, donc un concept de campus d'innovation pour les nouvelles technologies, qui est un projet de rassemblement physique sur un territoire de compétences particulières. L'idée, alors si on devait parler d'exemples connus, ce serait de faire un MIT, un Massachusetts Institute of Technology, qui est basé à Boston, et qui a été un succès, une success story, une réussite, par sa capacité à créer de la connaissance, à créer de l'innovation et à garder des emplois. Et donc il y a aujourd'hui un essaimage, le MIT essaime à Skolkovo, dans la banlieue de Moscou, un nouveau campus d'innovation. Les Russes ont des ressources financières pour développer leur innovation. Aux Émirats arabes unis, la ville de Masdar, qui est une ville éco-construite, éco-durable, et en partenariat avec le MIT. Cambridge, en Angleterre, a un partenariat avec le MIT pour cultiver un petit peu cette culture et ces démarches. Donc à Grenoble, le choix a été de fédérer les acteurs en place pour stimuler l'innovation sur la presqu'île, donc entre l'Isère et le Drac, rassembler des acteurs et des infrastructures pour stimuler et doper la compétitivité. Donc aujourd'hui, c'est 8 partenaires, des instituts de recherche, le CEA, le CNRS et des grands équipements, des universités comme Joseph Fourier, Grenoble INP et Grenoble Econo Management, qui est un acteur fondateur de cette démarche. Et le but, c'est de doper, de densifier les activités économiques et scientifiques sur la zone pour préparer les marchés de demain avec la concentration de nouveaux emplois, des nouveaux étudiants et des nouveaux habitants aussi, puisque le parti pris de notre écosystème, c'est de garder une qualité de vie et un environnement de qualité. Donc mis en image, la presqu'île, elle est ici, donc Grenoble Econo Management est ici, au niveau de la gare. Vous connaissez sûrement Minatech, qui est le campus des micro- et nanotechnologies. Mais l'idée de Minatech, c'est d'avoir sur l'énergie un campus énergie qui est en train de sortir de terre, qui s'appelle Green, nanobio dans les biotechnologies, et associé à ces campus, les campus ce sont des infrastructures, des bâtiments, on associe un pôle de compétitivité. Donc Minalogic est le plus connu, TNR10 dans les énergies, et Lyon Biopôle, qui est entre Lyon et Grenoble, et l'association qui permet de fédérer des acteurs innovants, de décrocher des financements, et donc d'amener de l'argent et des ressources dans ces campus. Donc on a des bâtiments physiques, des structures de dynamisation des activités, et en support de part et d'autre, des infrastructures de tests, de caractérisation et de recherche sur les matériaux, et Grenoble Econo Management qui amène des savoir-faire en stratégie, marketing, innovation et gestion des projets innovants. Et le but, c'est d'irriguer par des nouvelles méthodologies de travail, de collaboration, ces campus pour stimuler derrière la création d'emplois, la création de connaissances sur des marchés internationalisés comme les énergies nouvelles, la santé et les technologies de l'information et de la communication. Et ce modèle, aujourd'hui, il est intéressant parce qu'on a le retour d'expérience de Minatech. Depuis plus de 10 ans, il y a eu ces efforts d'investissement pour rester compétitif. Et c'est un modèle qui a porté ses fruits avec l'apparition de start-up, les conséquences en termes d'emploi. Au niveau national, on a vu apparaître ces pôles de compétitivité. Donc nous, on est gâtés en Rhône-Alpes, on en a quelques-uns. Mais le concept de pôle de compétitivité, il vise à rassembler la triplée hélice ou les 3 piliers de l'innovation que sont ces grandes entreprises, du moins les entreprises, grandes ou petites, qui vont amener des emplois et des besoins pour le marché, de la recherche, donc des connaissances, mais aussi la jeunesse, vous, des idées nouvelles, des façons nouvelles de travailler. Et si on fait travailler ensemble les entreprises, les centres de R&D et les centres de formation, on a une dynamique vertueuse qui permet de stimuler la création de nouveaux produits et de nouveaux services. Alors c'est alimenté par des fournisseurs spécialisés et des clients early adopters qui vont adopter plus rapidement les produits et services à proximité, mais aussi des territoires qui vont financer, qui vont accompagner ces démarches et bien sûr des talents, de la jeunesse, des idées, des financements pour pouvoir irriguer cette hélice et la faire tourner.
Alors à Grenoble, on a la chance d'avoir formalisé aussi ces phases de génération de flux, à la fois d'idées et de financement, autour du GRIP, le Grenoble Innovation Partner, qui est un rassemblement de 3 structures soutenues publiquement pour sortir les idées des laboratoires. C'est Gravit, une structure qui aide à faire sortir les idées des centres de recherche pour les expérimenter. Et donc, c'est des accompagnateurs d'innovation qui vont discuter avec des chercheurs pour leur dire votre idée, elle mériterait d'une petite étude de marché. Et il y a matière là aujourd'hui à expérimenter un peu ces concepts. Grain qui vise à incuber. Donc là, il y a création d'entreprises et on va donner les moyens à ces porteurs de projets de réaliser leur vision et de créer une entreprise. Et Pétale, qui est un incubateur, une pépinière d'entreprise, qui, quand l'entreprise a été créée, il faut l'aider à grandir et on va lui donner un cadre particulier, stimulant, pour l'accompagner. Donc Gravit, Grain et Pétale, c'est la façon dont Grenoble a structuré un flux de données, d'informations, de financement pour aider à la création d'entreprises et donc d'emplois nouveaux. Au niveau européen, ce concept de rassemblement des centres de recherche, les entreprises et les centres de formation a aussi été identifié comme un levier majeur par l'Union européenne qui a créé l'EIT, European Institute of Innovation and Technology, qui est basé à Budapest. Et l'idée, c'est de créer en Europe des zones d'expertise, de leadership majeur sur l'innovation et la technologie. Et donc, ont été créés les KIC, Knowledge Innovation Community, donc des communautés d'innovation et de connaissances, en décembre 2009, autour de 3 thématiques: l'innovation dans le secteur de l'énergie, l'innovation pour la gestion du changement climatique et l'innovation pour la société de l'information de demain. Et l'idée est de rassembler au niveau européen des centres d'excellence pour leur donner des moyens supplémentaires d'innovation et de croissance. À Grenoble, on est partenaire de la KIC Inno Énergie, donc qui est là pour booster l'innovation dans l'énergie durable, donc faire en sorte que les marchés de demain ne soient pas que développés par les Américains, les Chinois ou les pays du Golfe, mais aussi bien conserver un leadership que l'on a en Europe. Donc organiser une chaîne de valeur différente, accélérer les processus d'innovation et puis résoudre les problèmes de transition énergétique, le concept plus actuel aujourd'hui. Et toujours ce triptyque, innovation, donc création d'entreprises, éducation, formation innovante européenne et une recherche technologique pour pouvoir sortir des nouvelles idées des laboratoires. Donc la KIC Inno Énergie, elle rassemble 6 centres de colocation, Colocation Center en Europe, dont Grenoble, qui est spécialisé sur le nucléaire et les énergies renouvelables, comment on fait converger ces technologies vers le marché de demain, le marché ibérique, le Benelux, l'Allemagne, la Suède et la Pologne. Donc on a un réseau de Colocation Center qui nous permet d'avoir des points de contact, des échanges sur les projets de R&D, sur les 3 thématiques dont on a parlé. Là, c'est vraiment un focus spécifique sur le secteur énergie. Donc derrière, on retrouve à chaque fois des acteurs de la recherche technologique, des acteurs de la formation et des grandes entreprises. Donc sur Grenoble, on a Grenoble École de Management, Grenoble INP, mais il y a aussi l'INSA de Lyon, les centres de R&D CEA et CNRS et des entreprises comme Areva ou Schneider qui viennent coller au projet et amener leurs attentes. Au niveau allemand, par exemple, donc l'électricien ENBW, le Karlsruhe Institute of Technology et SAP qui amènent aussi des idées nouvelles pour pouvoir sortir des nouveaux produits, des nouveaux services. Et le but, c'est de travailler ensemble entre ces structures pour pouvoir accélérer cette innovation. Donc, en guise de conclusion, comment GEM se repositionne dans tout ça? On a vu l'enjeu de maîtriser le management de la technologie et de l'innovation. On a vu que c'était un univers où il y a besoin de nouveaux concepts, de nouvelles méthodes. Et le but, c'est dans cette école d'accompagner les compétences, donc la jeunesse, les cadres en activité qui viennent se former ici, et les entreprises pour pouvoir avoir la meilleure ressource disponible. Donc on développe des compétences, ce sont les ressources humaines, mais aussi des connaissances. Et c'est pour ça qu'on fait de la recherche
en management, on va essayer d'affiner des concepts, de les expérimenter, de faire progresser la connaissance sur ces objets pour pouvoir après la rediffuser, éventuellement l'adapter, la transformer par rapport à des contextes particuliers. Donc c'est au cœur de notre mission de management de la technologie et de l'innovation et ça se fait avec des entreprises partenaires qui sont celles qui nous aident dans nos programmes. Donc juste un petit mot sur la recherche en gestion. Ça semble souvent difficile à concevoir pour des scientifiques de sciences dures de faire de la recherche en gestion, mais oui, on en fait. Ça veut dire structurer et outiller des problèmes, mieux les définir, les illustrer, les affiner avec des entreprises, des porteurs de projets ou des cadres en activité, définir ces nouveaux concepts et puis voir comment on va pouvoir les faire évoluer. Donc je vous parlais de modèle économique, c'est business model, analyser la structuration de nouvelles filières, qui sont les acteurs, pourquoi certains réussissent mieux que d'autres dans cette prise de leadership, quels vont être le rôle des parties prenantes, le rôle des clients, le rôle des actionnaires, le rôle des salariés dans la gestion de l'innovation, autant de questions que la recherche en gestion essaye d'adresser, et notamment ici, dans cette école. Donc ce qu'il faut retenir pour pouvoir partir et analyser un petit peu ce tourbillon d'innovation, c'est que le management de la technologie et de l'innovation, c'est une discipline encore jeune, qui est en train de se structurer. Les frontières entre stratégie, marketing et innovation sont un peu floues, elles se croisent, mais c'est un concept vraiment stimulant parce que c'est aujourd'hui un des axes majeurs pour l'avenir des entreprises européennes, de se projeter dans le monde de demain et de transformer nos habitudes si on veut garder un leadership sur des acteurs qui vont avoir des coûts plus faibles, une population plus importante et qui vont pouvoir nous challenger aussi sur des marchés jusqu'ici protégés. Donc les enjeux sont réels en termes d'emploi, de création de valeur, de création d'entreprises et aussi d'envie de se développer et de donner un avenir à nos territoires. Donc Grenoble est un territoire fertile pour ça. Vous avez la chance d'y passer plusieurs mois. Profitez-en, rencontrez vos collègues de promotion, les entreprises qui viennent, les professeurs qui sont ici. Vous avez la chance de toucher du doigt pendant cette période des experts, des spécialistes de ces questions. Il y a le Grenoble Innovation Fair qui était l'année dernière une grande foire à l'innovation. Il y a des événements, Job Innov, des événements qui vont vous permettre de rentrer en contact avec des startups et pouvoir vous y associer. Et peut-être, qui sait, vous créer votre entreprise parce que c'est la jeunesse, c'est la compétence, c'est la connaissance qui va porter ces projets. Et vous êtes là pour apprendre, mais aussi entreprendre. Et ce serait une belle mission pour vous que de devenir entrepreneur après ce passage dans cette école. Merci beaucoup.